School TV Le Mag, c'est reparti pour un nouveau numéro. Vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte, qu'elle soit régionale, locale, nationale. Aujourd'hui avec Adrien Fontenot. Salut Adrien. Salut Patrice. Tout va bien? Ça va et toi? Jusqu'ici tout va bien. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission en gros plan. Aujourd'hui sur le projet Convoi 77, une association qui milite et qui s'emploie pour enseigner autrement la Shoah, une démarche éducative original et pour le moins efficace. Vous le verrez dans un instant. En France, un élève sur 5 âgé de 18 à 24 ans n'a jamais entendu parler de la Shoah. Comment expliquer de tels chiffres? Dans quelle mesure l'éducation à l'école peut-elle, oui ou non, lutter efficacement contre l'antisémitisme? Élément de réponse dans ce mag. Et puis de l'émotion et aussi beaucoup de fierté. Une école dans le Nord rend hommage à une rescapée. On verra ça dans un instant avec Adrien Fontenot qui nous sortira sa loupe. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale, c'est avec Claire Podetti. Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans School TV Le Mag. Vous êtes enseignante en histoire-géographie, coordinatrice du projet européen Convoi 77. Bonjour, et bonjour également à Georges Mayer, qui est le fondateur de ce Convoi 77. Bonjour Georges, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, avant bien sûr de parler de votre projet qui existe depuis 2015, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'évoque pour vous la Shoah ? Alors écoutez, commençons par des choses un peu personnelles. La Shoah est pour moi quelque chose de très proche puisque je suis le fils d'un des survivants du dernier grand convoi, donc le convoi 77, qui a quitté la France le 31 juillet 1944 pour le camp d'extermination de Drancy. Mon père a été un des survivants de ce convoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité poursuivre le travail de transmission qui avait été entrepris par les premiers témoins. Et comme vous le savez aujourd'hui, ces derniers témoins sont en train de nous quitter. Justement, Georges, dans quelle mesure justement ce convoi 77 a une dimension emblématique dans l'histoire ? Alors, il a une dimension emblématique pour plusieurs raisons. D'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le dernier grand convoi. Nous sommes le 31 juillet 1944. Nous sommes vraiment à une époque où il est clair pour tout le monde que les nazis ont perdu la guerre. Il y a eu un attentat contre Hitler le 20 juillet qui n'a pas eu des résultats favorables, mais les Alliés ont débarqué déjà depuis le mois de juin en France, en Normandie. Il est évident que c'est la fin de la guerre et qu'elle s'approche de plus en plus, et malgré cela, Alois Brunner, qui est le nazi qui commande le camp de Drancy, décide de faire partir un dernier grand convoi. Et comme il n'a pas suffisamment de personnes à mettre dans ce convoi, il va faire rafler plus de 300 enfants qui sont dans des orphelinats juifs de la région parisienne. Ces enfants sont des enfants qui, pour la plupart, ont déjà perdu leurs parents qui ont été déportés souvent en 1942 ou en 1943. Et il va donc faire prendre tous ces enfants dans la nuit du 21 et du 22 juillet 1944 dans 5 ou 6 orphelinats. Et ils seront donc plus de 300 à rejoindre 1 millier d'adultes pour faire partie de ce dernier grand convoi. Le dernier élément qui est important en ce qui concerne, comme vous le disiez, le fait que ce convoi est un convoi emblématique, c'est qu'il y avait dans ce convoi des personnes qui étaient nées dans 33 pays différents. Georges, 20%, je le disais en introduction de cette émission, 20% des 18-24 ans en France n'ont jamais entendu parler de la Shoah à l'école. Enseigner autrement la Shoah, avec une autre démarche, une démarche ô combien pédagogique, c'était une obligation, c'était une évidence? Alors c'était effectivement pour nous une évidence dans la mesure où nous avons été très étonnés de voir ces chiffres. En fait, il est clair que depuis près de 30 ans en France, l'enseignement de la Shoah est obligatoire dans les programmes de l'éducation nationale. On parle de la Shoah dans un premier temps à l'école primaire,
puis ensuite au moins à 2 reprises, une fois au collège et une fois au lycée, et il est difficilement compréhensible que l'on obtienne des chiffres de cette nature. Cela met en évidence une difficulté ou des difficultés qui sont certainement liées avec le problème que pose l'enseignement de la Shoah à l'école, compte tenu du contenu qui est complexe à aborder avec des enfants, quel que soit leur âge, mais peut-être aussi, il faut prendre en considération la démarche, qui est une démarche qui traditionnellement, dans le cadre d'un cours frontal, va, dans un laps de temps très court, essayer de faire comprendre quelque chose qui est totalement inimaginable. Et c'est donc pour essayer d'apporter notre contribution à cette problématique très complexe que nous avons essayé de proposer en fait une démarche complémentaire et alternative à la transmission de la Shoah telle qu'elle se fait aujourd'hui à l'école. On va justement parler de ce projet, de cette démarche que vous avez initiée avec Claire. Claire Podetti, vous êtes enseignante en histoire-géographie, coordinatrice de ce projet Convoi 77, ce projet international, effectivement. Comment pourriez-vous justement définir cette démarche et qu'est-ce qu'elle a de si singulière ? Alors, elle est d'abord complémentaire du cours d'histoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas participer à ce projet si derrière il n'y a pas eu un enseignement en histoire. Mais par contre, ce qu'elle apporte et ce en quoi elle est singulière, c'est qu'elle permet aux élèves de travailler avec, j'ai envie de dire, les outils de l'historien. C'est-à-dire quand un professeur se lance dans un projet pour écrire la biographie d'un déporté, on lui donne des archives qui vont permettre justement de savoir qui était cette personne, où elle a habité, et d'écrire en fait. Donc d'écrire aussi un récit historique, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de travailler sur des archives, qui sont des preuves, et ça aussi c'est important, c'est-à-dire que ça permet d'aller au-delà, hein, de dépasser simplement le fait d'écrire une biographie, mais de montrer qu'un historien s'appuie sur des preuves, et quand il ne sait pas, il dit qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas de réponse. Et donc en ça, c'est extrêmement singulier. Et tous les élèves, moi, que j'ai eus et qui ont travaillé sur ces archives disent l'intérêt et puis le fait de pouvoir justement approcher les personnes. Et c'est peut-être la deuxième singularité, c'est-à-dire qu'au-delà de donner des chiffres, oui, on peut parler de millions de morts. En même temps, même pour nous, ça n'évoque rien. Par contre, quand on retrace la vie d'une personne, d'abord on poursuit le travail de Serge Klarsfeld, c'est-à-dire on redonne vie, on voit le parcours qu'elle a eu avant la fin, et donc on rend l'histoire sensible, indéniablement, et ça c'est assez fabuleux avec les élèves. Et la grosse différence, effectivement, avec votre démarche, Georges Mayer, travailler sur le destin d'une personne, ça change tout, ça fait la différence. Alors c'est effectivement la spécificité de ce projet, c'est-à-dire que nous proposons à une classe, à des élèves, un enseignant et des élèves qui vivent aujourd'hui dans la ville ou le village où était né un déporté du Convoi 77, que ce soit en France ou dans l'un des 33 pays de naissance des déportés du Convoi 77. Nous proposons donc à cette classe de prendre la responsabilité d'écrire l'histoire, de reconstituer la biographie de cette personne en prenant en considération les archives que nous mettons à leur disposition, mais aussi en allant sur place, dans leur ville, dans leur village, rechercher les traces quand elles existent, mais si elles n'existent pas, cela a aussi une signification, de la personne sur laquelle portent leur travail. Ils ont la possibilité aussi d'aller, par exemple, à la mairie, rechercher des documents plus spécifiques concernant la naissance ou le mariage de cette personne lorsqu'elle s'est mariée dans cette ville. Ils ont la possibilité de lire la presse de l'époque et de rechercher, par exemple, des informations sur la vie de la communauté juive ou des personnes sur lesquelles ils ont la possibilité de travailler. Bref,
Au cours de cette démarche, ils vont apprendre énormément de choses sur leur ville ou sur leur village. Ils vont apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, éventuellement l'histoire d'une communauté juive qui existait là et qui existe peut-être encore là où ils vivent aujourd'hui. Et ils feront tout cela en menant une véritable enquête, une véritable investigation historique dans laquelle ils prendront à la fois du plaisir et de l'intérêt. Et vous voyez bien qu'il s'agit d'une démarche totalement différente où les enfants sont d'abord les initiateurs de ce projet, l'enseignant étant une personne qui est là pour les guider, pour leur indiquer le cadre dans lequel ils ont la possibilité de travailler, mais ce sont eux qui ont véritablement la responsabilité de mener cette enquête historique depuis la consultation des documents en passant par la visite des lieux où la personne a eu la possibilité de vivre et d'échanger avec son environnement. Et donc, ensuite, à la fin de ce projet, d'écrire la biographie de cette personne qui sera ensuite publiée sur le site de notre association. Claire Podesy, ce qu'on comprend finalement avec Convoi 77, c'est que l'enseignement de la Shoah à l'école, dans les cours d'histoire géo, ne suffit plus. Les élèves ont besoin d'être plus en prise avec le réel. C'est pas forcément le réel, c'est avec une histoire sensible, je dirais. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Georges, le fait de travailler sur l'histoire locale, de redécouvrir le lieu que l'on parcourt en allant au collège et de voir qu'il s'est passé des choses, que les lois de Vichy d'ailleurs ont peut-être été appliquées différemment, que certaines personnes ont permis aussi de sauver et de comprendre que l'histoire n'est pas forcément téléologique, c'est-à-dire c'est pas une succession de causes et de conséquences, mais qu'on a aussi chacun une marge de manœuvre. Parce qu'en fait, ce qu'on vise aussi à travers ce projet, c'est pas de regarder ce qui s'est passé dans le passé seulement, c'est de construire une société et de faire comprendre aux élèves que certaines personnes ont pu, comme le montre Laurent Joly, des policiers donner des outils à leurs agents pour défoncer les portes et arrêter les personnes. D'autres ont été prévenir. Et ça, à travers ce projet, on voit que localement, il y a eu des situations totalement différentes. Et donc, ce que ça donne, c'est pas... en fait, ça rend l'histoire vraiment très sensible. Claire Podesy, vous avez initié l'un des premiers projets en 2016. Comment on construit justement un projet 77 ? Ce sont les élèves qui ont la main ou c'est le prof d'histoire géo ? Eh bien, les deux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il vaut mieux qu'on ait un train d'avance quand même sur la recherche archivistique, c'est-à-dire au-delà des archives que nous donne l'association, après on mène l'enquête. Mais l'idée, c'est que les élèves soient également initiateurs. Donc, on leur laisse... alors moi, je mène des projets en interdisciplinarité et on a 1 heure en plus avec ma collègue de français. Et donc, parfois, on va au CDI et puis on leur dit maintenant, où peut-on trouver des archives ? À votre avis, quelles pistes ? Et bien sûr, on les accompagne. Après, dans l'écriture, pareil, c'est-à-dire que c'est eux qui vont trouver des thématiques qu'ils ont envie d'aborder, les approfondir. Donc, il y a vraiment, l'idée c'est de rendre les élèves acteurs, mais bien sûr on les encadre, on les aide parce que parfois c'est extrêmement compliqué, hein, mais il y a des élèves qui nous surprennent. Vraiment, tous les ans on a des élèves qui trouvent des choses assez fabuleuses. Et ça donne lieu d'ailleurs à parfois parce que la forme est libre, j'imagine. J'ai vu que ça pouvait donner lieu à des expositions, même des podcasts et autres. Ah, c'est fabuleux. Les déclinaisons au-delà de la biographie, qui est l'élément qu'on demande à chaque professeur, c'est-à-dire de rédiger au moins une biographie de la personne. Après, tout est possible. C'est au collège de Delémont en Suisse, le nom d'une rue. Le maire a voulu donner le nom d'une rue en apprenant le projet. C'est un podcast d'un collègue de Caen, d'élèves de lycée professionnel, pour qui c'était un peu compliqué d'écrire. Donc, ils ont filmé également toutes leurs enquêtes. Ce sont des bandes dessinées, des pavés de mémoire également. Bref, on a autant de possibilités que de profs et d'élèves qui imaginent des déclinaisons, et ça, c'est magnifique. Georges Mayer, chaque année, les élèves arrivent à vous surprendre, quels que soient les pays d'ailleurs ? Tout à fait. Je dois dire qu'une des premières surprises est venue des élèves de Claire dans un des premiers projets, puisqu'au-delà de la biographie,
avec l'aide d'un metteur en scène, Claire et ses élèves ont écrit une pièce de théâtre qui, au-delà de la biographie, reconstituait l'histoire de cette personne. Les élèves ont écrit le texte, certains ont écrit le texte, d'autres ont joué la pièce, d'autres ont réalisé les décors et les costumes, et cette pièce a été jouée devant les parents et ensuite présentée aux responsables, bien sûr, de l'établissement, mais aussi de la mairie de Palaiseau. Donc ça, c'est un des premiers exemples qui nous a beaucoup étonnés, puisqu'en fait, en l'occurrence, le professeur et les élèves ont été bien au-delà du projet qu'on leur proposait au départ. Mais il y a aussi d'autres démarches qui sont tout à fait étonnantes. Un projet a été réalisé, par exemple, au Maroc, dans un établissement scolaire. Alors, je dois dire que parmi les pays de naissance des déportés du convoi 77, plus de 200 d'entre eux étaient nés dans des pays du bassin méditerranéen, comme l'Algérie, qui était à l'époque département français, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme la Turquie. Et dans chacun de ces pays, nous essayons de mettre en œuvre aussi notre démarche, avec, je dois dire, un certain succès. Et comme je le disais à l'instant, par exemple au Maroc, les élèves ont décidé de faire, en plus de la biographie, un film qui présentait l'ensemble de leur démarche, où ils ont pu reconstituer la façon dont ils ont travaillé pour présenter ensuite à leurs parents, ainsi qu'aux responsables d'autres établissements, la démarche qu'ils avaient suivie. La loupe, c'est avec Adrien Fontenot. Adrien, direction sans plus tarder le nord de la France, avec une bien belle histoire. Oui, à Ouascal plus précisément, et la rue Turgot, c'est ici que se trouvait l'école du même nom il y a quelques mois encore. Alors elle n'a pas fermé ou été détruite, non, elle a simplement été renommée et l'école Turgot est devenue l'école Lily Keller Rosenberg. L'inauguration a eu lieu en juin dernier. La principale intéressée a décrit ce jour comme le plus beau de sa vie. Alors qui est Lily Keller Rosenberg, appelée également Lily Léniel? C'est une femme de 91 ans. Et pas n'importe quelle femme, puisqu'il y a 80 ans, elle était déportée dans les camps nazis et est aujourd'hui une des dernières survivantes de la Shoah. Sa famille est arrêtée dans le nord de la France, justement, en octobre 1943. Avec sa mère et ses deux frères, ils sont rapidement transférés à Ravensbrück, où elle côtoie Geneviève de Gaulle-Antonios, puis à Bergen-Belsen, où elle croise Anne Frank et Simone Weil. La famille vit ce que Lily Keller Rosenberg décrit comme un supplice dans son ouvrage « Et nous sommes revenus seuls », un supplice qui aura duré 1 an et demi, et avant d'être libéré en avril 1945 par l'armée britannique, son père, déporté lui près de Weimar, a été fusillé quelques jours avant la libération du camp. Une histoire dont il faut parler, une histoire ô combien forte qu'il faut absolument transmettre, et c'est ce que fait cette école. Oui, c'est une histoire empreinte d'émotion pour cette nonagénaire. Ce n'est pas la première fois qu'une école porte son nom. Un autre collège du nord de la France est également inauguré en 2019, mais là, c'est encore plus particulier. Il y a 1 an, elle tient une conférence sur son histoire face à des élèves de CM1 et CM2 dans cette école. Un échange qui touche profondément ces jeunes écoliers selon leur maîtresse. Et je vous disais en début de chronique que cet établissement était nommé Turgot, mais en fait, ce n'est pas véritablement un nom, c'est plus un emprunt du nom de la rue. Vous me voyez venir, bouleversé justement, les élèves ont fait une demande à la mairie, dans un courrier à Stéphanie Ducret, une idée transmise ensuite au conseil municipal et évidemment validée. Dans cette école fraîchement renommée, Lily Keller Rosenberg a salué cette démarche. Je compte sur vous, j'ai confiance en vous, a-t-elle lancé à ses élèves. J'ai l'impression que le message est bien passé et que le devoir de mémoire a trouvé de nouveaux ambassadeurs. On est bien d'accord, une bien belle histoire. Georges Mayer, la disparition des survivants, c'est ce qui a fini de vous convaincre justement de mettre en place ce projet? Bien évidemment, juste revenir un instant sur cette expression de devoir de mémoire que je préfère remplacer par un travail de mémoire. Il ne s'agit pas d'un devoir dans les deux sens du terme, il s'agit plus précisément d'un travail pour non seulement resituer des événements terribles qui s'y sont passés il y a de cela à peu près 80 ans, mais surtout pour leur donner un sens dans la réalité d'aujourd'hui. C'est aussi une façon de mettre en évidence qu'au-delà des victimes, et Claire l'a très bien dit tout à l'heure, il y a aussi
ceux qui ont participé, ceux qui ont été les collaborateurs, ceux qui se sont mobilisés et quelquefois au péril de leur vie pour éviter que des choses terribles se passent. C'était le cas de policiers, c'était le cas d'un certain nombre d'autres personnes en France comme ailleurs. Et donc de donner une compréhension globale de ce qui se passe, de ce qui peut, se passer dans une situation tout à fait exceptionnelle comme celle qu'ont connue les générations qui nous ont précédés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ceci afin de permettre aux adolescents d'aujourd'hui d'essayer de comprendre quelles sont les problématiques auxquelles on peut se retrouver, je dirais, concerné lorsqu'il y a une situation de conflit comme cela, et d'avoir cette conscience qui permet ensuite de prendre les bonnes décisions et de savoir de quel côté on se trouve. Georges Mayer, votre père, vous le disiez en début d'émission, effectivement, était un survivant du convoi 77. Il parlait très peu de cet épisode ô combien douloureux. Et pourtant, j'ai lu que vous dites que la Shoah était omniprésente à la maison. Expliquez-nous. Effectivement, mon père parlait très peu. Il avait fait quelque chose d'assez particulier. Quelques semaines après la libération du camp d'Auschwitz, alors il faut savoir que les déportés, immédiatement après la libération du camp, pour ceux qui étaient encore en vie, étaient dans un état de délabrement physique et terrible, moral aussi bien évidemment. Ils sont restés plusieurs mois encore sur place pour reprendre un petit peu des forces. Pour ceux qui étaient à Auschwitz, c'était donc sous le contrôle des soviétiques qui avaient libéré le camp. Et mon père a fait cette chose tout à fait exceptionnelle. Lorsqu'il a repris suffisamment de force, quelque chose comme 3 semaines après la libération du camp, il a trouvé quelques morceaux de papier, un crayon, et il a commencé à écrire ce qui venait de se passer pendant l'année qu'il avait passée à Auschwitz. Il parlait très peu de son expérience, mais ce document qu'il avait écrit, on peut dire, à chaud, à Auschwitz même, était quelque chose qui était présent à la maison. Je dois dire que je n'ai pas pu lire véritablement ce document tant que mon père était encore en vie. Je l'ai véritablement lu après son décès, mais je portais en moi, comme c'est le cas de beaucoup d'enfants de déportés ou beaucoup d'enfants, de personnes ayant vécu des traumatismes très importants, je portais en moi une part de son traumatisme, même si le sujet n'était pas évoqué régulièrement et même très peu évoqué à la maison. Et je pense que c'est quelque chose qui, à un moment donné, lorsque j'ai eu la possibilité de prendre les choses en main, qui m'a permis donc d'envisager la responsabilité qui était la mienne dans la poursuite de la transmission de la mémoire de la Shoah. Claire Poletti, vous nous avez dit que forcément il y a pas mal de profs d'histoire géo qui participent à ce projet. Il y a également des profs de lettres. Il y a d'autres matières ? Bien sûr, il y a également des professeurs documentalistes qui participent, des professeurs d'allemand, de langue, de différentes langues, mais l'idée c'est quand même qu'il y ait aussi un professeur d'histoire qui accompagne le projet. C'est la plus difficile, Claire, en ce qui concerne l'investigation. Ah, complètement. Mais en même temps, c'est fabuleux. Si on propose à n'importe qui de mener une enquête, en fait, on part tous horizons au départ, mais nous aussi. En fait, quand on a le nom de quelqu'un, on regarde sur le site, on voit où il a habité, l'adresse au moment de l'arrestation et l'adresse qu'il donne. Parfois, c'est 3 adresses différentes. Donc, on a parfois là un premier parcours. Souvent, la zone occupée a été quittée, on retrouve des gens dans le sud. Et puis après, on va chercher dans les pages blanches, peut-être pour essayer de retrouver des descendants. On va chercher sur les sites où il y a de la généalogie. On va écrire aux mairies pour avoir des actes de naissance. Puis, parfois, c'est des refus. Et puis, parfois, c'est des recherches qui sont longues. Je me souviens, sur un des déportés, on avait lancé des recherches, il était musicien pendant longtemps, et tout d'un coup, une édition de musique a mis un morceau de musique en ligne et on a eu un tout premier lien. Donc, mais parfois, on est bredouille, et c'est ça aussi la Shoah.
c'est cette disparition des traces. Et ça, on le dit aux élèves. C'est-à-dire, c'est pas seulement la disparition des personnes, c'est aussi la disparition de tout ce qui pourrait nous permettre aujourd'hui de reconstituer leur vie. Et pour certaines personnes, on n'a plus que simplement une seule archive, voire même pour certaines, rien. Donc voilà, alors ça dépend des déportés bien sûr. Pour certains déportés survivants, les familles ont complété, donc on a des photos, des archives familiales. Pour d'autres, et parfois quand c'est une famille entière, tout a disparu. Mais c'est aussi important d'évoquer ça avec les élèves. Georges Mayer, il y a ceux qui ne connaissent pas la Shoah, on en a parlé effectivement au début de l'émission, puis il y a ceux qui connaissent cette histoire mais qui la réfutent, ou qui en tout cas réfutent l'ampleur de cet épisode, de cette séquence de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que justement, votre démarche peut amener à changer les choses pour cette catégorie-là ? Bien écoutez, nous espérons effectivement que plutôt que d'essayer, comme ça a été fait pendant très longtemps, et je dirais que grâce au travail des historiens, dans un premier temps grâce au travail qu'a mené Serge Klarsfeld pour reconstituer, en tout cas en ce qui concerne la France, la liste des 76 000 déportés juifs de France. Les preuves et les documents historiques sont là aujourd'hui et personne, je dirais aucune personne de bonne foi n'a la possibilité de les contester. Par contre, ce qu'il manque parfois, c'est d'essayer d'établir un lien de nature plus simple, plus humaine et plus sensible entre cette réalité des faits de la Shoah et ce que vivent les enfants d'aujourd'hui. Et en participant à une démarche comme celle que nous leur proposons, les jeunes ont la possibilité non pas de recevoir directement les réponses aux interrogations qui viennent de la part des gens qui peuvent encore, heureusement ils ne sont pas trop nombreux, même si leur voix se fait beaucoup entendre, de ceux qui contestent la Shoah, mais ils ont la possibilité, je dirais, de retrouver par eux-mêmes des informations qui mettront bien en évidence que c'est totalement absurde de vouloir contester aujourd'hui quelque chose de cette nature. Adrien. Georges Mayer, finalement, c'est peut-être un problème de méthode, si je comprends bien ce que vous dites. Oui, je pense effectivement qu'il s'agit d'une méthode un petit peu différente. Je ne pense pas que sur un sujet comme celui-là, il est utile aujourd'hui de s'opposer tête contre tête avec les négationnistes. Cela dit, et vous l'avez dit, on l'a vécu dans la réalité, par exemple, des dernières élections présidentielles, il existe encore des gens qui ne contestent pas totalement l'existence de la Shoah, mais qui la minimisent. Ça a existé à plusieurs reprises. Il y a de cela pas mal d'années, lorsque l'on parlait d'un détail à propos de la Shoah, ou lorsque maintenant d'autres candidats à d'autres élections présidentielles, quelques 50 ans plus tard, viennent dire que vraisemblablement le gouvernement de Pétain a sauvé des Juifs, ce qui est totalement incompréhensible. Mais ce qui met bien en évidence que ce débat historique n'est pas clos et qu'un certain nombre de gens, pour des raisons pas toujours compréhensibles, mais pour des intérêts politiques évidents, recherchent à modifier, à remettre en cause les enseignements de l'histoire. Et un projet comme le nôtre apporte aux enfants des éléments de compréhension qui leur permettront, je l'espère, d'être plus tard, lorsqu'ils vont être eux-mêmes des électeurs, en situation de pouvoir juger de tels propos et de telles situations. Georges Mayer, vous qui avez une vision pour le moins globale, puisque vous l'avez rappelé, vous travaillez avec pas moins de 33 pays avec ce projet européen Convoi 77, plutôt ce projet même international. Comment vous jugez l'état de l'antisémitisme en France ? J'imagine que la lutte contre l'antisémitisme, le levier le plus puissant, ça doit passer par l'école. Bien sûr, l'école joue à l'heure actuelle un rôle très très important pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. La situation en France est de loin
beaucoup plus favorable à ce qu'elle est, par exemple, dans un certain nombre de pays de l'ex-Union soviétique, où, pour un certain nombre d'entre eux, non seulement on enseigne fort peu de choses concernant ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais des pays qui ont été les collaborateurs des nazis se présentent aujourd'hui comme étant dans une situation tout à fait différente, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme étant des gens qui ont eu à souffrir des nazis, ce qui est totalement faux. Alors je ne voudrais pas citer de pays particuliers, mais je pense que les historiens qui nous écoutent et les enseignants d'histoire qui nous écoutent pourront très bien mettre des noms sur mes propos. En ce qui concerne la France, les choses sont tout à fait différentes. L'enseignement de la Shoah existe à l'école depuis 30 ans. D'une façon générale, si 30% des enfants n'ont jamais entendu parler de la Shoah à l'école, comme l'expriment les sondages que vous avez cités au départ, cela veut dire que quand même 70% des enfants ont entendu parler de la Shoah à l'école. Ce qui veut dire qu'on peut regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. Il est souhaitable et il est intéressant de faire en sorte que les 30% qui n'en ont jamais entendu parler puissent à un moment ou à un autre non seulement en entendre parler, mais en entendre parler d'une façon qui leur permettra de se faire une idée claire sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, merci infiniment à tous les deux. Merci pour cet éclairage. Merci à vous, Claire Poletti. Je vous rappelle, enseignante en histoire-géographie et coordinatrice de ce projet européen Convoi 77 depuis 2016. Et puis Georges Mayer, merci à vous, fondateur du Convoi 77. Je rappelle que vous serez au rendez-vous de l'histoire, à Blois, c'est ça ? Oui. Absolument, nous serons du 4 au 8 octobre au rendez-vous de l'histoire, plus précisément le 7 octobre au matin, où il y aura une table ronde où Claire et moi participerons avec d'autres enseignants, Alexandre Bande et Laurent Joly, historien. Merci infiniment à tous les deux. Le rendez-vous est donc pris le 7 octobre prochain au matin. Soyez présents, ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Merci à tous les deux. Un grand merci à toi, Adrien. On se retrouve demain pour un tout nouveau Mag sur School TV.